Voici le deuxième. C'est M. Jean-Marie Lapointe qui va vous présenter, qui va interviewer notre invité. M. Lapointe, lui, est connu et apprécié autant pour ses talents d'animateur, de comédien, d'écrivain. Il fait carrière à la radio, à la télé, au théâtre et au cinéma. Il est engagé dans plusieurs causes, notamment auprès des jeunes handicapés, auprès des jeunes avec des troubles alimentaires. Il œuvre aussi pour le camp, et de même que pour les centres Jean Lapointe. Alors, c'est la personne qu'il nous fallait pour faire les interviews de nos témoins. La personne qui va témoigner aujourd'hui, c'est Martine Bélanger. Martine est mère de la petite Daphné Pelchat, assassinée en septembre 2009 par son père dans une chambre d'hôtel de Brossard. Elle accepte de témoigner pour que les choses changent. Monsieur Lapointe, Madame Bélanger. Comment tu te sens? Ça va bien. Ouais? Un petit peu nerveux? Un petit peu. Mais moi aussi. On est deux. Oui. Surtout avec les publicités qu'on a regardées avant. Oui. Ça met dans une atmosphère. Moi, ça m'a brassé. Et moi, ça me retourne dans ce qu'on vit quand on reste avec quelqu'un comme ça. Quand j'ai rencontré le père de ma fille, c'était un gars charmant, il avait toutes les qualités, je n'avais rien à dire. Au moment qu'on s'est installés ensemble, il y a eu. Je commençais à être moins fine que j'étais ci, j'étais ça, mais tout était subtil, tranquille. Je m'éloignais de la famille, mes amis. Donc, puis j'ai pas été longtemps pour vivre ça, parce qu'un an après, je tombe enceinte. Et c'est à ce moment-là que lui a été encore pire. J'étais comme, je lui appartenais. J'étais enceinte de son enfant, donc je lui appartenais. Donc, ses crises, c'était pas, il m'a pas battue, mais il a fait tout ce qu'il fallait pour que je juge qu'il y avait vraiment de la violence. Et j'ai appelé la violence, SOS violence conjugale, pour me faire dire que c'était pas un coup de poing qui était aussi la violence. Le dénigrement, casser des choses dans la maison, frapper des murs, tout ce qui était par son physique pour m'impressionner, pour me faire peur. Et tout a empiré pendant la grossesse. Puis quand j'ai accouché, ça continuait encore pire. Il lâchait pas le dénigrement. Puis, ça a pris combien de temps avant qu'il manifeste cette colère-là, cette violence-là? Tranquillement, pas vite, ici et là. T'es Dès les obligé de premières la semaines? fermer. Non, ça a été quelques mois après. OK. T'es venu de la fermer, t'es une petite folle, tu comprends bien. Arrête de faire un show. Je vivais une vie normale, on ne fait pas de show, on essaye juste d'avancer en couple, mais il n'y avait pas de couple. Lui vivait, il travaillait pas, il dépensait son argent. Donc, tout ce que je pouvais dire là-dessus, ben, j'étais jalouse. Puis c'est lui qui menait la baraque. Il ne fallait pas que je dise un mot à ses parents, il ne fallait pas que je bouscule sur rien. C'était lui qui décidait. C'est jamais de sa faute. Ben non. Et quand j'ai accouché de Daphné, là, il avait eu je ne sais pas quelle maladie, puis il était tous les jours à la maison. Il y a eu une nuit que j'ai eu besoin de lui, parce que mon enfant pleurait. J'avais besoin du père, mais là, il couchait sur le divan pour ne pas nous déranger, parce qu'il était dans le berceau, dans la chambre. Et quand je suis allée lui demander s'il voulait me donner un coup de main, il m'a garoché parce que moi, j'allaitais. Il dit, c'est pas moi qui est sainte, c'est toi, arrange-toi de ton bébé. Puis j'avais aucune aide. Puis quand c'était pour demander de l'aide, genre au Info Santé, j'étais inquiète, je disais, on va appeler Info Santé, t'es bien niaiseuse, t'as pas besoin de ça, t'es ici, t'es ça, puis là, t'appelles-tu que j'appelle? Là, il a appelé, puis
il explique le problème, puis là, la dame dit sensiblement la même chose de mon inquiétude, et lui répond à elle, ah, c'est exactement ce que j'y ai dit, elle s'inquiétait pour rien. Tu sais, c'était tout le temps devant les gens. Il était, je pense que c'est lui qui avait accouché, tellement qu'il parlait bien. C'était pas moi qui avais accouché, c'était lui. Et puis, non, à force d'entendre sa violence, j'allaitais mon bébé, je suis passée en arrière, donnais une claque sur la chaise berçante, me traitais de nom. À un moment donné, j'étais en train de donner le bain à ma fille, puis j'étais à genoux à côté du bain, puis vous savez, une couche mouillée, c'est fort, puis ça fait mal. Fait qu'il me l'a lancé sur moi pendant que je donnais le bain à ma fille. Ça aurait pu dévier, puis aller sur le bébé, il aurait pu arriver n'importe quoi. Puis la fois que je me suis décidée de dire que je ne resterais pas là-dedans, la fille avait 4 mois. Et puis, il s'en venait enragé, puis elle jouait sur un tapis de jeu. J'étais assis à terre avec elle, puis il s'est revenu bien enragé, puis il a crié après moi, puis j'ai vu mon bébé sursauter. Je dis non, là c'est assez. On ne vivra pas ça, c'est pas vrai. Fait que j'ai demandé qu'on se sépare. Puis la journée, j'ai demandé qu'on se sépare. C'est là qu'il a failli me fesser, mais il n'a pas besoin de fesser. Il a tout jeté à terre, qu'est-ce qu'il y avait sur la table, la cuisine. Puis je me suis levée, je me suis penchée, il est venu pour me frapper, mais j'ai été plus vite, j'ai été ramasser le téléphone. Mais quand il est venu pour me fesser, j'ai lâché un cri. Parce que je m'apercevais que quand l'extérieur, ça voyait ou savait, il était calme. Il se calmait. Quand c'est entre les murs, là, c'est juste nous autres qui il s'exprime plus. Puis, quand j'ai crié, mais il a comme saisi, fait que j'ai eu le temps de me sauver, j'ai appelé la police. Étant donné qu'on était tous les deux sur le même bar, il n'a pas voulu sortir. Quand les policiers sont rentrés dans la maison pour aller le questionner, le bon garçon, il est en train de vider le lave-vaisselle. Comme si de rien n'était. Donc, j'ai été obligée de sortir avec ma fille. Je suis allée rester chez Leeds. Et puis, j'ai resté là un bon mois pour les procédures. Et là, ça a commencé. Les procédures de la séparation. Pour que j'ai Daphné, avec la garde de Daphné. Okay. Et là, sa violence psychologique, morale, son acharnement, il n'a pas lâché. Il n'a pas lâché. Puis avec les années, plus ça allait, plus ça empirait. Au début, j'avais encore très peur de lui. Même s'il m'avait déjà menacé de mort au début, j'ai pas appelé la police. J'avais peur. J'avais peur. Il y avait des amis à Saint-Henri qui me disaient je pense que je vais être dans les Hells. Puis l'autre semaine après, il revenait. Oh, je laissais tomber ça, ça me tente pas. Tu sais, c'était toutes des choses pour me faire peur continuellement. Et ça marchait. Oui. Puis il s'implantait dans ma vie. Même si j'étais séparée, j'avais l'impression qu'il était là. Il était sur le répondeur quand j'arrivais. Il était continuellement à appeler pour confirmer quelle journée je vais chercher la petite, qui était déjà tout établi, il n'a pas lâché. Le pire là-dedans, c'est quand Daphné a commencé à parler. Daphné est on va dire vers 3 ans, là, comprend tout dans son âge. Et puis lui, il en profitait. Il en profitait. Puis à ce moment-là, j'ai eu un conjoint. Attends, excuse-moi, il profitait de quoi Il exactement? profitait que Daphné comprenait bien les choses. Moi, je me laissais moins envahir par lui. Puis lui, il en a profité pour se jeter sur Daphné. Qu'est-ce qu'il pouvait lui dire? Il faisait sa violence psychologique avec Daphné. Donc, moi, j'avais rencontré quelqu'un à ce moment-là. Et puis, lui, son plaisir, c'était de laisser des messages genre cette personne-là s'appelait Christian, puis il laissait des messages genre j'espère que tout va bien à la maison, j'espère que Christian est gentil avec toi, si jamais il y a quelque chose, tu le dis à papa. Daphné a 3 ans. Les messages continuels, j'ai été obligée d'envoyer des mises en demeure pour arrêter ce harcèlement, limiter un appel par semaine. Mais
il continuait avec Daphné. Il continuait à questionner Daphné quand Daphné se rendait chez lui. Il ne respectait pas rien. Lui, il était maladif, il était sur mon cas, puis il faisait que penser à ça. Puis il avait perdu son emploi, donc il avait juste à penser. Et à ce moment-là, quelle sorte d'aide es-tu allé chercher pour te refaire ta vie? En quoi il a fallu à un moment donné que tu demandes la garde de l'enfant, donc ça implique le début de l'aide, oui, mais l'aide que j'étais allée chercher dès le départ quand je me suis séparée, genre en 2003, je suis séparée. En 2004, je suis allée chercher de l'aide au CLSC. Quand je me suis séparée en 2003, je suis allée à violence conjugale. En tout l'automne, j'ai fait les 10 séances en thérapie de couple. Ensuite... y a-t-il des choses qui te décliquaient, que tu comprenais un peu plus dans les patterns, dans les comportements? Oui. Mais il était tellement champion que je ne pouvais pas le voir venir. Champion en quoi? Dans sa manipulation, sa domination, sa violence, c'était... Il y avait Daphné avec lui. Daphné, à 3-4 ans, sans bien me dire, j'ai un frère qui s'est pendu. Daphné avait 2 mois. Et Daphné me dit, papa me dit que mon autre travail s'est fait avec la cause. 3-4 ans, c'est même pas sa vie, c'est même pas son... Tout était bon pour dire que tout ce qui m'entourait était méchant, tout ce que j'étais était méchant. Christian, maman aime plus Christian que toi. Ma fille, elle venait de chez eux, elle était rendue bouleversée, elle était même agressive. Elle était entre les deux, puisqu'elle vivait là, c'était pas ce qu'elle vivait à la maison. Puis maman est méchante, si je fais ça, elle va à la police, puis continuellement. Puis à un moment donné, moi j'étais plus avec Christian. Et puis entre ça aussi, il a réussi à faire une menace de mort à Christian. Parce que Daphné, à un moment donné, c'est à force de dire à un enfant, c'est tard, c'est chicane, dit la papa, s'il n'est pas fin, dit la papa. Puis elle, à ce moment-là, elle frappait sur la table avec une fourchette, sur la table de cour. Je l'ai vu, je lui demande d'arrêter, elle n'arrête pas. Christian a fait comme n'importe qui, il a pris son doigt, il a dit là, c'est assez. Il n'est pas battu, on l'arrête de faire un geste qu'on veut qu'elle arrête. Donc elle a dit ça, papa. Et c'est là que c'est devenu fou. Il est devenu fou, puis là, il voulait faire sa loi lui-même, puis il est venu jusqu'à chez nous pour faire le fou devant sa fille. Crier, gueuler, fait des menaces de mort sur Christian, puis lui a porté plainte. Puis un an après, le père de Daphné a été trouvé coupable de menaces de mort. Fait que tout ça, ça s'enchaîne tout le temps, sans arrêt. Puis, un an que je suis plus avec Christian, un an après, il questionne encore Daphné, sans arrêt. Daphné est fatiguée, je suis tannée que papa pose des questions sur toi, je suis tannée. Il veut toujours savoir si Christian est louche. Tu sais, elle était vraiment tannée. Puis moi, j'avais vu à Violence conjugale, il y avait le programme Pacifique pour le parent, avec les enfants, comment vivre la violence. Et je suis allée, j'ai fait quelques rencontres. Et puis, c'était vraiment... J'ai même... Après quelques rencontres, avant de sortir, j'ai dit à Marie, j'ai dit, je vis vraiment de la violence. Hein? Tu sais, tu te demandes, après tout ce que tu vis, si c'est moi là, qui veut trop protéger, qui veut rien laisser passer, ou tu viens que tu te questionnes pareil, même si tu le sais que c'est pas ça. Le doute, c'est peut-être toi. Oh, oui. Puis ensuite, après que Maryse avait vu Daphné, faire un dessin, elle a fait faire des dessins, elle a fait parler. Daphné disait qu'elle avait peur de son père. Donc, qu'elle était tannée qui posait des questions, etc. Et puis, à un moment donné, quand on a commencé l'été 2009, je parlais avec quelqu'un plus que d'autres au camping, et Daphné allait dire à son père, je pense que maman va en amoureux. Et ça recommence. Il vient fou, il dit à la petite, il dit, si maman a un chum,
Puis lui, s'il touche, dis à papa, là, je sais quoi faire, puis tu ne reverras plus jamais maman. Daphné était revenue tellement bouleversée que ça m'a fait, non, là, faut que ça arrête, faut que ça arrête. Mais comment? Si je prenais un psychologue pour démontrer comment est-ce que lui faisait du tort à la petite, j'avais besoin de sa signature à lui. C'était au-dessus de mes forces. C'était moi la folle, c'était pas lui. Donc, je ne pouvais pas rien faire. Mais on me dit que la DPJ reconnaissait la violence psychologique. Donc, en juin 2009, on a fait une plainte. Et en faisant la plainte, même la fille a dit c'est un cas de garde supervisée. Après avoir dit comment est-ce qu'il était monsieur avec la petite, etc. Puis, j'ai été rencontrée à la fin juillet par l'intervenante de la DPJ. Elle a parlé avec Daphné en premier. Daphné a clairement dit. Premièrement, Daphné ne savait pas que c'était une intervenante de la DPJ qui était à la maison. Je disais que c'était quelqu'un du centre Carrefour, du programme Pacifique, qui connaissait ces gens-là, qui venait voir dans la maison qu'elle vivait, puis qu'elle pouvait lui raconter son histoire. Comment était Daphné, justement, avec cette dame-là? En confiance. Elle était assise, puis elle était contente de raconter son histoire, puis qu'est-ce qu'elle avait poigné dans l'escalier quand papa a fait le fou, qu'il pose plein de questions, puis qu'elle avait peur de son père, puis aussi qu'elle aurait aimé faire seulement un dodo chez papa, la fin de semaine du jour. Elle était capable de nommer avec son petit monde de petite fille toute la violence, les menaces, tout ça. Toi, tu étais témoin ou? Moi, j'étais à l'extérieur. OK. Et puis quand c'était mon tour de parler avec l'intervenante, ben, j'ai soumis tout ce que je vivais. Et puis il y a une chose, par exemple, quand je me suis séparée, mon avocate avait dit prends des notes. Parce que ça venait fou, là, tout ce qu'il me faisait, tout ce qu'il me disait. Fait qu'elle m'avait dit prends des notes pour les faits de ce qui te fait vivre, puis comment est-ce qu'il est la petite. Puis j'avais pris beaucoup de notes. J'avais même des enregistrements. Et puis. De mon téléphone ou quand il était en personne? Téléphone. OK. Puis quand il était en personne aussi. Ouais. Donc il parlait. Tu avais réussi à cacher une enregistreuse quelque part? Oh, j'étais rendue bonne. Puis là, j'avais toutes ces preuves-là. Elle a vu une mission de mort que j'avais demandé à monsieur d'arrêter ce propos qui n'est pas dans l'âge de Daphné, puis l'autre fois, l'appel téléphonique, réservé une fois par semaine, etc. Puis il y avait aussi sa sentence, là, qui était retrouvée coupable pour menace de mort. Et j'ai demandé si elle voulait voir mes notes. Parce que j'avais beaucoup de notes. Et elle a dit non, ça c'est votre problème de communication. Ça, c'est la dame de la DPJ qui dit ça? Oui. Puis elle m'a parlé de garde supervisée, qu'elle disait j'aime mieux faire moi-même la supervision pour savoir qu'est-ce qu'il y en a. Donc, on a parlé de garde supervisée, on a parlé de tests de capacité parentale. Et puis, j'ai demandé si elle était habituée avec des manipulateurs. Elle dit d'en voir tous les jours. Puis, elle m'a dit, même pour le sérieux de la chose, que monsieur voit qu'on est sérieux, je vais aller le rencontrer avec un intervenant masculin. Et puis, ça s'est fait, ça. Je ne sais pas s'il y a eu un intervenant masculin parce que les choses ont été très vite après. Parce que là, on parle de mois de juillet. Fin juillet. OK. Il y avait. Elle me dit je ne vois pas un réel danger que Daphné ait passé ses vacances avec son père. Suite à la rencontre avec Daphné, avec toi aussi? Oui. OK. Fait que dans la semaine du 10 août, Daphné passe ses vacances avec son père. Dans le 17 août, on était, moi, l'intervenante en vacances en même temps. Donc, elle l'a rencontré juste le 24 août. Puis, je lui avais demandé de m'appeler pour savoir quel était le feeling, parce que moi, je me rends chez nous avec ma fille ou je me sauve. Parce que je ne savais pas comment il était pour réagir. Donc, elle m'a appelé après la rencontre vers l'heure du souper.
Ça a duré 2 heures, leur intervention avec lui. Elle m'a dit qu'elle a eu beaucoup de misère à le raisonner. Que c'est clair qu'il me déteste au plus haut point. Que c'est normal que Daphné ait peur de son père parce que quand il parle fort, il est grand et très imposant. Puis, elle a reconnu sa violence parce qu'elle lui a suggéré de faire une thérapie pour un viol. Et là, je lui ai demandé au téléphone, j'ai demandé, et la garde supervisée, qu'est-ce qui arrive? Elle m'a répondu, c'est drôle, c'était comme un film, hein? Parce que lui me disait ça dans ces paroles-là. Là, j'avais de sa bouche à elle les mêmes paroles que lui disait. Elle m'a dit, tu ne peux pas enlever ta fille à son père. C'est la dame de DPJ qui dit ça. Donc, elle dit, pour notre manque de communication, elle veut nous rencontrer, qu'on se rencontre les 3. Ça, c'est le 10 septembre. On s'est rencontrés toutes les 3. Elle avait rencontré Daphné à l'école. Daphné, ses demandes étaient la proximité avec son père. Daphné voulait avoir son père pour écouter un film, faire des jeux, cette proximité-là. Puis que papa arrête d'être fâché. Il crie après ses parents à lui, les grands-parents, parce qu'il faut dire qu'il habitait encore chez ses parents depuis la séparation. Là, on est rendu à 6 ans et demi de séparation. Donc, elle voulait quand même son père. Oui. Parce qu'elle aime son père, mais en même temps, tout le côté agressif, violent, elle le sentait, elle l'avait clairement nommé ça. Oui, parce qu'avec le programme Pacifiste, on avait appris à Daphné à nommer les choses. Surtout devant son père, de dire j'aime pas ça quand tu te fâches comme ça me fait de la peine quand tu te fâches comme ça. Tu sais, peut-être essayer de faire réaliser que, regarde, il y a un petit bout en avant de toi, là, pourquoi tu fais ça? Tu sais? Et c'était surtout pour elle qu'elle les nomme les choses. C'est pour ça que j'avais été là. Et avec toute cette information-là, la dame de DPJ ne suggérait pas la garde supervisée encore. Non. Okay. Puis, ensuite, après les demandes de Daphné, c'était à notre tour. Elle a demandé que, vu qu'on a un problème de communication, de dire les choses. C'était le temps. Elle commence par monsieur. Monsieur avait quelque chose à dire. Lui, excusez, c'est parce que il a demandé d'avoir le droit d'appeler sa fille 2 fois dans la semaine. Puis là, elle a dit, OK, vous l'avez nommé, est-ce que vous avez d'autres choses à nommer? Lui a dit non. Il dit, moi, je n'ai pas de problème. Là, ensuite, elle parle avec moi. Moi, je commence à parler. Premièrement, j'ai dit Daphné, elle aime ses 2 parents. Daphné, c'est un enfant que ça ne donne rien de dénigrer qui que ce soit devant Daphné. Moi, je ne dénigre pas le père devant Daphné, parce que ça va plus lui faire mal que du bien. Et puis, Daphné, elle commence à avoir ses idées. Donc, elle est capable de penser par elle-même. Puis, quand elle reçoit son téléphone la semaine, je l'envoie dans le salon, moi je vais avec papa. Donc elle décide de quoi dire, elle décide de quand finir la conversation. C'est elle qui choisit. Tu lui laisses ce petit temps-là, tu n'es pas là à surveiller ce qui se passe. Oui, parce que je n'avais assez déjà avec lui, sans plus. J'imaginais que ça pouvait se passer au moins comme il faut. Puis j'ai dit. C'est à ce moment-là que l'intervenante a dit. Puis, à un moment donné, vous aurez chacun un conjoint, une conjointe, puis il faudra respecter ça, tu sais, devant Daphné. Et là, monsieur est parti. Là. Il n'y a pas un Christ qui va toucher à ma fille. Si j'y touche, là, je vais y faire la job. Puis après ça, je vais appeler la police. Puis là, c'est là. Là, elle essayait de la ramener, là. Puis lui dire, regarde, comme une histoire de prendre le bras, c'est fait ça. Elle dit, vous auriez réagi comment? Moi, je l'aurais mis en réflexion. Il y avait une réponse à tout.
Elle ne pouvait pas lui faire dire, ben, tu sais, à un moment donné, les enfants viennent nous chercher, là, t'sais. Non, elle n'était pas capable. Fait que, après ça, elle a perdu le fil de la conversation. Puis là, moi, j'ai repris tout de suite mes choses, puis j'ai appris les mains. Je voulais vraiment dire tout ce que j'avais à dire. Ensuite, j'ai parlé du contexte de respecter les heures de visite, de ne pas faire appeler la petite pour avoir une longueur de plus sur le temps de la fin de semaine. Et puis que s'il y a un jour férié, qu'on s'en parle avant qu'il parte avec la petite, qu'il veut la garder plus longtemps. Et c'était justement, il y avait eu un jour férié avant, la fin du travail, puis il m'avait dit, qu'est-ce que tu vas faire? Là, il a commencé à m'attaquer, qu'est-ce que tu vas faire si j'arrive pas avec la petite, tu vas appeler la police, hein? C'est ça que tu vas faire? Tu vas appeler la police, hein? Puis il arrêtait pas, là, à un moment donné, j'ai dit, c'est assez. J'ai dit à l'intervenant, j'ai dit, moi, je vois pas pourquoi je continuerais. Là, je perds rien dans ma vie. Je m'en vais, puis rapidement, puis moi, je peux faire ici. Le lendemain, c'était un jeudi, le 10 septembre. Le lendemain, elle m'a téléphoné. Je lui ai demandé comment est-ce qu'elle avait trouvé son heure avec monsieur. Elle a dit, je l'ai trouvé très agressant. Je me suis sentie très agressée. Et puis, elle a dit, je l'ai dit à monsieur, en parlant de la ligne, là, il te reste demain, vendredi, tu n'as pas le choix. Tu appelles pour prendre ta thérapie à les hommes violents. Je serai continuellement en communication avec eux autres pour voir comment ils sont suivis. Tu te donnes 3 mots pour faire tes preuves. Mais elle ne m'a pas dit sinon. Si on dit je te donne 3 mois, il y a un sinon, il va arriver quelque chose. Il n'y a pas de conséquences, elle n'avait pas nommé les conséquences. Elle n'a pas parlé de ça, okay. Mais elle dit qu'elle l'a avisé et qu'elle est très au courant. Et puis j'ai demandé le test de capacité parentale. Elle dit, il l'a refusé, à moins que vous le passez de juste n'importe quand. Elle dit, de toute façon, elle dit, je ne suis pas en mesure de lui exiger. Là, c'était, moi, la DPJ, là, pour moi, dans ma tête, là, elle est ça quand ça rentre chez vous, là. Hein? Tu n'as pas de poussière qui traîne, puis, tu sais, tu calcules tes mots, mais là, elle vient pour dire qu'eux autres, qui ont du pouvoir. Mais là, elle me dit en pleine face qu'elle n'a pas de pouvoir. Là, je t'ai découragée. J'ai fini la conversation. J'ai dit, en tout cas, moi, je vous laisse, je suis plus capable. Ça, c'était la fin de semaine suivante. J'ai été fermer la roulotte au camping. J'étais avec Daphné. Son père l'a appelé le mercredi. Je sais que Daphné m'avait dit qu'il avait acheté son saut d'Halloween. C'était genre 2 semaines avant. Puis elle est partie avec son père le jeudi, le vendredi à 7h. Puis j'ai vu que Daphné disait aussi dans ses demandes à la fille de la DPJ, j'aimerais que papa me laisse le temps de faire des câlins à maman avant de m'en aller. Moi j'ai dit ce vendredi-là, j'ai dit, viens faire des câlins à maman. Excusez. J'ai dit, viens faire des câlins à maman. J'ai dit, tout le temps que tu n'as pas le temps. Mais là, c'est le temps, on va en profiter. On avait une bonne dedans devant les autres. Je l'ai pris comme un bébé, je l'ai bercé. Puis lui, quand il est arrivé à la porte, il était heureux. Il était joyeux, il m'a laissé le temps d'embrasser encore la petite. Puis moi, dans ma tête, je me suis dit, ça y est, la DPJ, ils ont parlé. Le dimanche, c'est les enquêteurs. C'est les enquêteurs qui sont venus m'aviser de ce que j'avais fait. C'est la dernière fois que tu voyais Daphné, c'est vendredi. J'avais tout fait sa chambre comme elle voulait. Elle voulait avoir son voile sur le lit. J'avais fait, c'est comme si elle vivait d'autres choses de son côté. Puis moi, mais je revivais toute sa vie en photo. Je faisais le ménage des photos. Ce dimanche-là. Je me rappelle d'ennui de m'avoir réveillée parce que moi j'ai 2 frères décédés. Je me suis réveillée en pleine nuit en disant je
J'ai ascaré, puis j'ai crié, là, les frères, aidez-moi, je ne suis plus capable. C'est ça qui est arrivé. C'est ce qu'on a vécu, moi, puis Daphné. J'ai été chercher de l'aide. J'ai été chercher de l'aide, mais il y a trop de hiérarchie, il y a trop de protocoles, il y a trop de choses. C'est comme si s'il fallait que tu réserves un an d'avance. Tout ce qui va t'arriver, aller chercher de l'aide. C'est aussi fou, ça. C'est pas passé comme tu l'aurais espéré ou que tu pensais que ça se passerait normalement quand Moi, tu j'ai l'appelles? toujours dit que je ne voulais pas y enlever sa fille. J'ai demandé à l'intervenante, j'ai dit, moi, tout ce que je veux, qu'il voit sa fille, qu'il soit heureux, puis qu'il me fiche la paix. C'est sa fille qu'il voit, c'est pas moi. Puis la garde supervisée, ça m'était, je trouvais ça parfait. Il pouvait l'avoir, mais il avait protégé ma fille. Ça s'est jamais rendu là. Non. C'était un problème de communication qui a duré pendant presque 7 ans. Tu sais, j'ai pas de diplôme, puis j'ai pas étudié longtemps. C'était comme tout était évident. Puis moi, je pensais que j'ai eu peur parce que quand tu fais appel à DPJ, tu te dis, hey, je fais sport, moi, là, c'est gros, là, qu'est-ce que je fais? Mais moi, je n'étais plus capable de voir ma fille malheureuse comme ça. Tu étais capable d'endurer toi, mais tu n'avais pas la même endurance pour Daphné. Il aurait pu me démolir comme il voulait bien. Quoi, il va du chat pour bébé. Fait que c'est l'impuissance. Complètement. Qu'est-ce qui a pu se passer d'après toi? Parce que là, je peux revoir le fil de ton histoire. Je pense qu'on est tous avec toi là-dedans. Tu sais, quand tu vois que ton ex arrive bien chercher Daphné, il a son costume d'Halloween, il est tout joyeux, on sent qu'il y a un plan. Tu sais, on sent qu'il a trouvé quelque chose pour carrément te faire souffrir, te faire chier. Et est-ce que c'est ça qui a poussé ton ex à enlever la vie de ta fille? Il était squeezé dans le coin. Il était squeezé dans le coin. Il était mis au pied du mur. Là, il fallait qu'il montre ses preuves. Tant qu'il s'amusait avec moi, sa marionnette, là, c'est pas personne qui le voyait. Tant que c'était moi la marionnette. Mais c'était rendu ma fille aussi. Mais là, c'était la société qui disait, regarde, on voit vivre, là, t'as plus d'allure. Puis t'es bien mieux de faire ça, sinon il va arriver quoi? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il a pu se dire? Moi, je dis qu'il était mis au pied du mur. Puis il s'est dit, si je ne l'ai pas, ben, toi non plus, tu l'as. C'était de la vengeance. C'était ça. Je vois pas autre chose. Comment t'as fait? Comment t'as fait pour te replacer à travers tout ça? Il manque des heures, il manque des jours, il manque des mois. J'ai eu le plus beau soutien qu'il y avait pour de tout mon monde. Ma famille était bien proche. Ma soeur en particulier, elle m'a ramassée. Elle était tout le temps là. Puis, ce que j'ai fait, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Même à un moment donné, je n'avais plus à pleurer, c'était trop. Puis, mon cerveau me disait, je ne la reverrai plus. C'était tous des petits flashs parce que c'est trop dur à assumer. C'est trop dur d'avoir tout ça dans le drame, comment c'est gros, tu sais. Puis les gens me disaient, oui, mais c'est gros ce que tu as vécu. Moi, je ne le voyais pas l'humain. C'était tous des petits bouts, des petits bouts. Puis j'ai fait 2 fois, j'étais allée coucher une nuit en psychiatrie à l'hôpital. Ça, c'était
tellement, c'était pour devenir folle. Puis la troisième fois, j'ai été 2 semaines à Sherbrooke parce que j'avais pris des médicaments. Mais j'ai resté là 2 semaines. Une tentative de suicide? Oui. J'avais pris des médicaments, mais disons que je suis trop chieuse, je me suis suicidée, je n'ai pas connu. Fait que je restais là 2 semaines, mais à un moment donné, quand je suis sortie de là, je me suis dit, je suis pas sûre que ma fille elle serait fière de me voir parce que je suis en train de m'en aller. Fait que j'ai décidé que c'était pas du jour au lendemain que ça se fait comme ça, t'as toujours ta perte, t'as toujours. C'est un gros trou dans le cœur. Mais je me suis dit, Daphné était vivante. Elle aimait le monde, elle aimait les parties, elle aimait. Quand tu étais avec Daphné, tu étais aimée. Puis je me suis dit, ben, je vais vivre comme elle aimait vivre. Tout est beau et le fun jusqu'à temps qu'on voit l'emploi du contraire. Tu dis que c'est Daphné qui t'a redonné le goût de vivre et tu t'es dit, je vais vivre pour elle. Comme elle. Comme elle. Pas pour elle, comme elle. Parce que c'était moi qui n'étais pas capable d'avancer. Il a fallu que je l'apprenne à marcher, manger, parler, penser, juste me faire une toast. C'était, tout est foutu et essayer d'en faire un petit peu sans trop m'en demander parce que je n'étais plus la super-héros. J'avais abdiqué devant tout ça. Regarde, j'ai tout fait pour protéger ma fille. Puis c'est ce qui m'a aidé à avancer parce que ce qui me faisait plus mal dans tout ça, c'était que moi je vivais ce que je vivais. Puis je regardais la société vivre normalement, ça c'était dur. Je me dis, ça se peut pas. Puis ça se peut pas que ma fille soit décédée, que ce soit comme l'histoire d'un accident sur un coin de rue qui a bloqué le trafic parce que la route était fermée. T'sais. Je me dis, ça se peut pas. Quand tu as fait tous ces efforts-là pour arriver à rien, puis tranquillement, pas vite, j'ai continué, je me suis dit, je vais m'amuser. Je vais juste m'amuser, sans rien penser. Et je me suis amusée. On fait du camping et puis j'avais souvent des parties. Mais quand j'ai terminé ma relation avec Christian, je m'avais dit que jamais je pourrais avoir quelqu'un dans ma vie, tant aussi longtemps que cet être-là. Le père de la petite était pour être mes parents, parce que c'est invivable. Puis je ne pouvais pas être la femme que je suis, calme, heureuse. Je ne pouvais pas être amie de ça. J'étais un gros pécamnaire. Donc l'emprise de ton ex était telle que même après la séparation, tu t'empêchais toi-même d'être épanoui et de rencontrer l'autre. Tout était calculé dans mes affaires parce que si ma fille se faisait une prune, j'avais quasiment envie de la prendre en photo avant qu'elle parte parce que j'aurais été accusée parce que je l'ai battue. C'était tellement fou. Tout était calculé. Le sac, la petite était bien fait, pas bien fait, manquait ci, il aurait pu avoir ça. Ça lâchait tout. Puis pendant qu'il y avait la petite, il m'appelait pour me donner la langue aussi. Oh oui. Ça n'arrêtait pas. C'était un champion. C'était mon champion. Donc, je m'avais dit que je ne retournerais jamais en Amérique, puis que cet été, j'ai rencontré quelqu'un de bien. Daniel, il prend soin de moi comme je n'ai jamais vu quelqu'un prendre soin de moi. Il est délicat, il est attentif, puis il a 2 beaux enfants. Puis, son plus vieux a 10 ans, Daniel, puis Audrey, elle a 7 ans. Audrey, elle a le même âge que Daphné. Puis Daphné est dans la famille avec nous autres. De quelle façon? On parle de Daphné, tous les enfants, c'était la chambre de Daphné ici. Surtout, Audrey va dire, Daphné faisait toutes telles choses avec toi.
Là, je disais, oui, elle était talent comme toi, puis toutes sortes de. Mais aujourd'hui, je vis une vie normale. Quand lui est parti, là, puis quand j'ai ma fille, là, j'ai vécu une paix là, qui n'était plus là. Cette paix-là, là, ça valait des millions. J'entends des gens se demander qu'est-ce qui s'est passé. C'est qu'il est parti avec Daphné. Oui. La vraie histoire, c'est qu'il avait rentré, il a été vu par les caméras qu'il avait rentré un galon d'antigel dans l'après-midi à la chambre. Il est venu chercher Daphné. Il s'est rendu à la chambre. Puis il y avait aussi des bouteilles de boisson. Lui, il prenait beaucoup de médicaments pour l'anxiété, puis il avait un dossier médical très élevé. Puis, il y avait tout ça. Bon, il y a eu des bouteilles de boisson, ils ont été trouvées dans la chambre d'hôtel. Il y avait des médicaments, genre un médicament, bon, je vais dire moins Benadryl, mais c'est un médicament allergène qui fait endormir. C'est le médicament qu'il avait donné à Daphné pour l'endormir, mais c'est pas ce que tu as Daphné. Je ne vais pas aller dans les détails de toute façon. C'est pas le but aujourd'hui. Puis lui, il s'est suicidé en buvant du fer de galop dans le chien. Puis ils ont été retrouvés le lendemain midi avec la femme de chambre, le dimanche midi. Moi, j'avais entendu cette nouvelle-là à la télé. Je ne l'aimais pas, mais je faisais des choses. Je préparais ma bouffe pour la semaine. J'étais partie dans 20 petites choses, fait que j'écoutais plus ou moins. Je n'aimais pas ça, mais c'est pas ça. Quand les enquêteurs sont arrivés dans la porte, ils n'avaient pas encore parlé, puis la porte n'était pas encore ouverte, puis j'étais en crise. C'était cette image-là, c'est la pire image qu'on peut avoir. Parce que tu sais qu'il vient de te dire que ton enfant, a été tué. C'est la pire image que j'ai toujours dans ma tête. Là où il y a eu une fin, une coupure dans ma vie, une grande fin. C'est une double fin, parce que tu disais tantôt, il y a eu une paix qui s'est installée en sachant que ton ex n'était plus là, puis il n'allait plus te faire souffrir. Oui. Mais l'autre coupure, c'est celle de... C'est une déchirure complète. C'est insensé. C'est pour ça que je suis. C'est ça. C'est la paix que je vis aujourd'hui. Puis aujourd'hui, c'est comme si je vois qu'il y a quelque part qu'il y a de la chicane, ça me bouleverse, ça me met tout en envers, ou bien je ne veux plus me faire agresser ou faire parler comme ça. Tout est rendu là, vraiment, là, c'est straight au bout. Là. Je ne suis pas capable de vivre ça. Tolérance zéro. Tolérance zéro. Puis ma fille, ben, elle m'a manqué tout. Ça fait un peu plus, un an et... Ça fait un an le 19 septembre. Ouais. J'avais vu l'entrevue que tu avais donnée à Denise Bombardier un an, versus aujourd'hui. Je vois que tu es capable de parler avec tes émotions, tu es capable d'avoir des émotions, mais je vois déjà un cheminement dans le deuil. Comment tu te vois, comment tu te perçois un an plus tard? Moi, je pensais que j'avais plus de larmes, là, je m'en suis retrouvée. À un moment donné, c'était l'idée de... J'étais à un souper chez ma soeur en fin de semaine, puis c'est le fun, tu sais, tout le monde est là, puis il y avait les enfants à Daniel avec nous autres, puis c'était super le fun, c'était un beau souper. Je suis allée m'asseoir sur le balcon, je me suis mis à pleurer, parce qu'il manque tout le temps. Daphné, elle va toujours nous manquer. Tout le monde. Tout le monde. Les personnes que tu as aimées. Oui, puis beaucoup de monde a connu Daphné. Je savais pas que ma fille n'était populaire. Mais il y a beaucoup de monde qui a connu Daphné.
C'est pas ça qui nous aide à passer un peu plus à travers l'épreuve, de voir que Daphné était aimée, et est encore aimée, puis tu te sens un peu moins seul dans ton deuil. Oui, parce que j'aurais pas aimé garder ça tabou, ne pas en parler. Tu sais, souvent, il y a des gens qui vont penser que si on n'en parle pas, ça va faire moins mal. Mais ça fait bien plus mal sentir que la personne est ignorée. Ce qui m'a fait mal au début, c'est que tu parles avec des gens qui sont des parents d'amis à ma fille, puis là, tout d'un coup, tu ne les vois plus. Parce qu'ils ne savent pas quoi dire, ils ne savent pas comment être avec nous autres. Mais je suis encore quelqu'un qui est capable de dire bonjour, comment ça va, puis parler de la vie, je suis encore capable. Puis même, à la limite, vous avez quelque chose d'extraordinaire à me parler de Daphné, je suis ouverte à 100%. Tu sais. Ça la garde vivante, de toute façon. Oui, parce que Daphné, c'était la vie, c'était vraiment quelqu'un de spécial. Une phrase qui dit la mort met fin à la vie, mais pas à la relation. Non. Donc, la relation, tu l'entretiens toujours avec Daphné, puis la famille de ton conjoint, ses enfants aussi. De garder Daphné, d'en parler comme ça, c'est un bon. On en parle pareil comme Daphné, elle faisait ça, Daphné aimait ça. J'ai encore son chat que j'y avais donné quand elle rentrait à la maternelle. Et que ce chat-là, il me fait pleurer. Il était plié sur moi. Oui, c'est ce qui m'a aidé. Alors, je veux remercier Jean-Marie et Martine.